Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à l'évaluation que nous avons intitulé Comment penser et organiser les évaluations en cette période de crise. Je me présente très brièvement, donc Stéphane Germain, je suis proviseur adjoint dans un lycée de Nantes. Je vous présente les deux documents que vous avez à l'écran avec moi. Tout d'abord, Karine Mallet, qui est principale dans un collège de l'Académie de Besançon et qui va pouvoir nous apporter les témoignages en collège et remonter les problématiques du collège. Et puis Jean-Marie de Quétélé, que je remercie grandement d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc Jean-Marie de Quétélé, docteur en sciences de l'éducation, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain et de l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, qui a dirigé de nombreux travaux de recherche dans beaucoup de domaines et beaucoup en évaluation, sur l'évaluation, avec notamment un ouvrage que j'avais beaucoup apprécié, Évaluer pour former, paru aux éditions de Buck il y a quelques années maintenant. Nous allons donc avoir Monsieur de Quétélé comme témoin qui va apporter son expertise et puis son regard qui est empreint des pratiques dans différents systèmes éducatifs. Et donc, je vais commencer par aborder la problématique principale. Donc, suite à cette crise, donc, nous avons dû mettre en place dans les établissements la continuité pédagogique à distance. Évidemment, beaucoup d'entre nous ont été pris au dépourvu par rapport à cette continuité pédagogique. Donc, les pratiques ont été diverses et variées, à la fois entre les établissements et entre les enseignants entre eux. Si moi, je peux apporter quelques témoignages sur les pratiques en lycée, par exemple, sur des classes de terminale, nous, on peut avoir de la continuité pédagogique qui s'est mise en place avec des connexions d'élèves qui sont très importantes. Dans certaines classes, on approche les 100% de connexion des élèves. Donc, les enseignants animent des classes virtuelles avec pratiquement des temps sur l'emploi du temps de la classe. Et en termes d'évaluation, on continue des évaluations sous forme de devoirs avec des évaluations des devoirs qui ont été notés avec des notes portées. D'autres approches en lycée montrent, sur certains enseignants, ils ont adapté leur pédagogie en intégrant l'outil numérique. Ils ont notamment utilisé les QCM et ils ont envisagé l'évaluation comme plutôt un aspect très formatif pour s'assurer des apprentissages à distance. Et puis, moi, je suis en lycée polyvalent. Sur la partie professionnelle, il est beaucoup plus difficile d'avoir l'ensemble des élèves sur les pratiques pédagogiques à distance. Et donc, certains enseignants ont utilisé l'évaluation comme un moyen d'attirer les élèves, un peu comme la carotte et le bâton. Donc, dans leur logique pour essayer d'associer les élèves à la continuité pédagogique, l'évaluation faisait partie de cette logique-là. Karine, dans 2 minutes, nous apportera des témoignages un peu plus sur le collège. En France, on a rapidement eu une posture de l'inspection pédagogique. D'abord, on a été informé que toutes les épreuves terminales étaient naturellement annulées et qu'elles allaient être remplacées par un contrôle continu de la part des enseignants. Et ce contrôle continu ne prendrait effet qu'à partir du déconfinement, donc du retour en classe, ce qui a pour effet sur la partie, sur la période actuelle qui est celle de la continuité pédagogique, de ne plus demander d'évaluation sommative et de peut-être se reconcentrer sur d'autres formes d'évaluation, sachant que de la même façon, les apprentissages, il ne faut pas trop avancer dans les apprentissages du fait qu'il peut y avoir une rupture d'égalité avec certains élèves. Karine a des problèmes de connexion, donc on va peut-être attendre ultérieurement son retour au niveau collège et ses témoignages. Monsieur de Quétélé, par rapport à... Donc, là, c'est une problématique très, très large. Quelle clé d'entrée par rapport à cette problématique de l'évaluation et quels enseignements avec ces nouvelles pratiques liées à la continuité pédagogique à distance? Oui, d'abord bonjour à tous les interlocuteurs. 155 si je vois mon compteur sur mon écran. Donc bonjour à tout le monde. Ce que je vais vous dire tient surtout d'un certain nombre d'échanges que j'ai eus
avec des collègues et des experts de plusieurs pays. Et je commencerai d'ailleurs par rappeler une parole que François Tadei, avec qui j'étais en visioconférence cet après-midi, disait, bon, il ne faut pas oublier que le mot crise vient du grec et qu'il signifie à la fois danger et opportunité. Et je pense que c'est important de retenir cela. Nous avons été surpris par cette crise qui est effectivement un danger, mais comme le montrent beaucoup de personnes, comme le montre Edgar Morin aussi dans les écrits récents et dans les interviews récentes qu'il a faites, notamment à la télévision française, montre très bien que nous sommes à une période où des opportunités s'offrent. C'est vrai pour le système de santé, ce sera sans doute vrai pour le système économique, où on a vu les failles du système néolibéral. Ce sera sans doute vrai aussi en partie pour la crise climatique qui a précédé celle-ci et qui va nous poursuivre encore davantage, d'autant plus que sans doute d'autres crises telles que celle du Covid vont arriver. Et donc, j'aurais tendance à dire, saisissons autant que possible les opportunités qui se présentent. Et dans la visioconférence que nous avions eue tout à l'heure avec de multiples pays, il semble qu'une des priorités, avant d'en venir vraiment à l'évaluation au sens où vous l'avez entendu, mais c'est quand même de l'évaluation ce que je veux dire, il me semble que la priorité des priorités pour les chefs d'établissement, c'est à la rentrée de faire vraiment l'inventaire avec eux-mêmes d'abord et leurs proches, avec les enseignants, avec les élèves et même avec les parents. Qu'est-ce que la crise vous a appris? Et je pense que la crise, à chacun d'entre nous, a appris un certain nombre de choses. Et de faire d'abord un inventaire de ce que la crise a appris et qu'est-ce que ça pourrait éventuellement changer dans nos pratiques ultérieures. Je pense que c'est la première chose que je dirais et qui semble faire un consensus avec les participants à la visioconférence que j'avais cet après-midi. La deuxième chose, c'est celle que je vous avais dit dans un entretien préparatoire. Il me semble qu'il faut profiter de cette opportunité pour bannir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, l'évaluation sommative. Tout simplement parce qu'elle va créer encore davantage d'inéquité et d'injustice que celle qui court déjà à présent. Nous savons tous très bien qu'un pays comme la France, ce n'est pas le seul, mais la France est un des pays où les déterminants sociaux, où l'inéquité est la plus forte. Et la crise avec le confinement a renforcé cette puissance des déterminants sociaux. Il est évident, tout le monde sait très bien que ce n'est pas la même chose d'être dans une famille avec des parents très attentifs à l'éducation de leur enfant, à leur scolarité. En plus, là où il y a un espace relativement important, où il y a effectivement des outils numériques suffisants, au contraire, d'être dans un appartement à 5, 6, 7 ou 8 personnes avec peu d'outils numériques ou des outils numériques qui doivent être partagés. Et donc, il est clair que, par exemple, l'effort que certains enseignants ont fait, et ce n'est pas le lot de tout le monde, c'est déjà une première chose intéressante pour un chef d'établissement, pour un proviseur adjoint, par exemple, de se faire une petite idée de quels sont les enseignants qui sont vraiment engagés pendant le confinement et ceux qui ne le sont pas, et pourquoi, sans porter effectivement d'accusation. Il y a sans doute des raisons, notamment le fait que certains enseignants ne sont pas du tout à l'aise avec les outils numériques ou éventuellement des représentations
qui ne sont pas compatibles avec leur utilisation. Et donc, la crise a inévitablement renforcé cela. Et va renforcer cette inéquité, et elle va le renforcer à la rentrée si on commence à faire des évaluations somatiques, si on commence à dire on va d'emblée continuer la matière. Il est clair que seuls les élèves, ce qu'on appelle les bons élèves, ceux qui sont bien soutenus, etc., vont suivre, vont progresser, et les autres vont être totalement largués. Ça, c'est une évidence que beaucoup d'experts ont mis en avance. Alors, donc, juste quelques petites précisions, je vous interromps 2 secondes parce qu'on a quelques questions dans le fil de questions et il y a des participants qui aimeraient avoir des précisions sur bien distinguer ce qu'est l'évaluation sommative de l'évaluation formative. Il y a une autre question sur faut-il bannir la notation? Peut-être revenir très brièvement aux éléments basiques pour redéfinir les 2 termes et voir ce qu'ils recoupent, s'il vous plaît. Oui, il y a en gros pour les systèmes éducatifs, il y a trois sortes d'évaluation. Il y a 3 fonctions et il y a 3 méthodes. Et les 3 peuvent se croiser. Il peut y avoir 9 cas de figure possibles. Les 3 fonctions sont les suivantes. C'est l'évaluation certificative qui consiste à certifier devant la société que telle personne maîtrise telle connaissance, maîtrise telle compétence. Ça, c'est la fonction certificative. La deuxième fonction, c'est la fonction de régulation, que beaucoup d'enseignants appellent formative, qui consiste simplement à pouvoir améliorer l'apprentissage en cours, notamment remédier aux connaissances ou aux compétences qui sont mal maîtrisées, ou pouvoir aller plus loin dans le développement de certaines compétences, ou éventuellement voir quelles sont les nouvelles compétences ou les nouvelles connaissances qui peuvent être acquises sur la base de celles qui sont déjà suffisamment maîtrisées. Et la troisième fonction, c'est la fonction d'orientation. C'est une fonction qui consiste à prendre de l'information pour voir maintenant, dans l'état actuel, dans tel contexte, avec tels élèves, en fonction de ce que j'ai déjà vu, quelles sont les nouvelles séquences d'apprentissage que je peux mettre en œuvre. Une fonction d'orientation. Les 3 méthodes sont les suivantes. Il y a la méthode sommative, à ne pas confondre avec la fonction certificative, quoiqu'elle soit toujours confondue par la plupart des enseignants. La fonction sommative, c'est de mettre des notes. De mettre des notes sur une échelle de 0 à 20 ou autre, peu importe. Et on sait très bien que cette méthode-là permet de dire, ah oui, ces élèves-là sont plus performants que d'autres, mais la note ne dira jamais quelles sont les performances qui sont acquises. Seul le 20 sur 20, par exemple, pourrait dire tout a été acquis. Du moins, tout ce que j'ai évalué a été acquis. Mais la note ne dit pas quels sont ces acquis. Encore faudrait-il avoir la liste de ces acquis. Et donc, la note ne dit pas grand-chose. Elle dit simplement que les élèves sont plus performants que d'autres élèves. Sous-entendu, les enseignants souvent interprètent ça, ou les parents, mes élèves ou mes enfants ont fait plus d'efforts, sans doute, que ce qu'ils ont augmenté de X points. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui est maîtrisé à partir d'une note. 2 élèves qui ont 10 sur 20 peuvent avoir des acquis extrêmement différents. Et l'un peut avoir éventuellement maîtrisé tous les acquis strictement indispensables pour pouvoir entamer un nouvel apprentissage, et l'autre n'a maîtrisé éventuellement aucun de ces acquis-là. Donc, la sommation, la méthode de mettre des notes ne dit rien sur les acquis et ne dit pas grand-chose donc sur ce que je peux faire. Seul le 20 sur 20 me permet d'être satisfait. Mais un 19 sur 20 lui-même ne me permet pas d'être satisfait. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la démarche descriptive. C'est simplement d'écrire minutieusement quels sont les acquis qui sont maîtrisés, quels sont les acquis qui ne le sont pas et où se pose le problème de la non-maîtrise. Quels sont effectivement
hein, les endroits où je vois qu'il y a une non-maîtrise et quelles sont les hypothèses que je peux faire à partir de là. Et la troisième méthode, c'est simplement la méthode qui consiste à examiner interactivement avec les élèves les démarches, faire en quelque sorte un entretien d'explicitation avec les élèves des démarches qu'il a mis en œuvre. Voilà les trois méthodes et les trois fonctions d'orientation. Mon opinion, je dis bien, c'est mon opinion qui est partagée par un certain nombre d'experts et que je peux argumenter sur des travaux, c'est de dire que en cette période de crise, à la rentrée scolaire, à mon sens, premièrement, il faudrait bannir toute notation. Même et ne pas prendre comme prétexte, mais grâce à l'évaluation, je vais motiver les élèves. Vous allez motiver ceux qui n'ont pas besoin d'être motivés, ou vous allez motiver surtout ceux qui n'ont pas besoin d'être motivés, et ceux qui ne sont pas motivés ne le seront pas plus par cela. Bannir la note scolaire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est en premier lieu, avec les élèves, de se poser la question, qu'est-ce que vous avez appris pendant le confinement? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous n'avez pas appris? C'est déjà une première chose. Et ne pas se restreindre à des acquis scolaires. François Tadei disait encore, les acquis scolaires ne sont pas les plus importants pour finalement la scolarisation future de l'élève et à plus forte raison pour sa vie d'adulte. Mais faire l'inventaire de tous les acquis. Et je vais invoquer ici une parole très importante de John Dewey, que beaucoup d'intellectuels français commencent à redécouvrir, qui pourtant est un auteur de la première moitié du siècle passé aux États-Unis. Et John Dewey disait ceci: tout enseignant, tout éducateur, tout parent devrait pouvoir, pour chacun de ses élèves ou chacun de ses enfants, d'identifier sa capacité distinctive, celle qui le distingue des autres, et de lui permettre de la développer au maximum. Ça, c'est la première condition. Donc, l'identifier et lui permettre de la développer au maximum. Et deuxième condition, à condition de la mettre au service des autres, du groupe, parce que c'est le fondement de la démocratie. Et donc, moi, je voudrais poser la question, je me pose la question pour mes propres enfants, je voudrais poser la question aux enseignants de mes enfants. Connaissez-vous la capacité distinctive de chacun de vos élèves? C'est la première chose à faire. Et de reconnaître cette capacité distinctive, de lui permettre de la développer et de la mettre au service de son groupe classe. Donc, faire l'inventaire des capacités distinctives et faire l'inventaire simplement des acquis des élèves. Et puis de se demander, parmi ces acquis-là, quels sont les acquis qui sont vraiment essentiels parce que l'élève va devoir apprendre telle et telle chose essentielle prévue dans le programme qui va suivre, et notamment dans l'année suivante. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire que la préoccupation première des enseignants devrait être pour chaque élève, un peu comme on le fait en Finlande, ce qu'ils appellent les contrats d'apprentissage en Finlande, il devrait pour chaque élève faire l'inventaire des acquis, des choses qui sont maîtrisées. Et dans ces acquis-là, faire le tri entre les acquis maîtrisés qui sont vraiment indispensables pour la suite des apprentissages et ceux qu'il est toujours utile de pouvoir maîtriser. Et de pouvoir avoir un contact avec les enseignants qui vont suivre pour pouvoir transmettre ces acquis-là.
pour qu'il y ait continuité. On parle beaucoup de continuité, mais on ne parle de continuité qu'en termes, il faut que je vois le programme. Ça ne sert à rien si on continue le programme et qu'on laisse de côté la plupart des élèves. Et ces programmes, tels qu'ils sont conçus, ne serviront pas à grand-chose pour la suite. Donc, faire cette transmission des acquis essentiels et autres me semble une des choses importantes. Encore faut-il qu'il y ait des modalités pour que cette transmission se fasse. Et sans doute que là, il y a un rôle important à jouer par les proviseurs adjoints, par les coordonnateurs autour de l'équipe, autour du proviseur. Ça me semble véritablement important. Et pour faire le bilan de ces acquis, il me semble qu'il y a plusieurs procédures conjointes qui peuvent être faites. Une première serait sans doute à la rentrée quand on reçoit ces élèves, d'abord de montrer qu'on est soucieux d'eux et de leur poser la question, mais qu'est-ce que vous avez appris de la crise? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous n'avez pas appris? Qu'est-ce que vous aurez voulu apprendre que vous n'avez pas appris? Donc, d'abord, ce dialogue-là entre les élèves, et on peut d'ailleurs le faire à travers différentes modalités pédagogiques. Et puis, me semble-t-il, une autre modalité qui concerne alors les acquis plus scolaires qui sont jugés indispensables. Et à mon sens, souvent les enseignants jugent trop toute chose indispensable. Sans doute qu'ils ne maîtrisent pas encore l'organigramme des apprentissages suffisamment pour savoir ce qui est vraiment indispensable. C'est d'utiliser ce qu'on appelle, en technique d'évaluation, des tests progressifs. On commence par poser des questions sur des acquis dont le degré de maîtrise n'est ni trop difficile ni trop facile. Et donc, on peut poser, par exemple, 3 questions de performance pas trop facile, pas trop difficile, à toute la classe, et de voir effectivement qu'est-ce qui est maîtrisé par les uns, qu'est-ce qui n'est pas maîtrisé par les autres. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, on peut ensuite poser des questions de degré de difficulté un peu plus grandes pour les élèves qui ont bien maîtrisé ces acquis à la moyenne et des questions un peu plus faciles pour des élèves qui ne maîtrisent pas ces questions d'ordre moyen. C'est ce que les neurocognitivistes, les psychologues cognitivistes que consulte beaucoup votre ministre Jean-Michel Blanquer appellent vraiment tenir compte de la charge cognitive, de la charge mentale des élèves. Et donc, de proche en proche, on peut établir un bilan qui deviendra de plus en plus individualisé pour les élèves. Et le faire avec les élèves, responsabiliser les élèves, notamment pour faire en sorte que ce travail-là soit réaliste et possible pour les enseignants. Donc, c'est une deuxième recommandation que personnellement je ferais. Et la troisième aurait trait plutôt aux chefs d'établissement, aux proviseurs ou aux coordonnateurs dans les collèges, dans les lycées, c'est de voir quelles sont les possibilités de travail collaboratif entre les enseignants. J'ai fait avec un directeur de l'OCDE une enquête dans le sud-ouest de la France auprès des établissements scolaires et où je voyais que beaucoup d'enseignants voudraient travailler avec des collègues, des enseignants, mais dans l'espace de l'établissement scolaire, dans l'horaire de l'établissement scolaire, dans la gestion du temps scolaire, il y a très peu d'opportunités et les enseignants se découragent très très vite pour entamer du travail collaboratif. Ce qui arrange d'ailleurs beaucoup d'enseignants qui
ne considèrent que le travail se fasse pendant simplement le moment de présence en classe. Et je pense que la crise nous apprend qu'il n'y a rien à faire, on ne pourra plus travailler seul. Le travail collaboratif deviendra de plus en plus indispensable au sein des établissements, et je dirais même, non seulement au sein des établissements, mais avec des partenaires en dehors de l'école. J'arrête là pour l'instant, je préfère qu'on me pose des... On va revenir sur le travail collaboratif, notamment en matière d'évaluation. On avait une question dans le fil. Ici, vous avez évoqué les acquis scolaires, vous avez évoqué les acquis distinctifs de chaque élève qui ne sont pas nécessairement scolaires, et on avait une question très concrète. Quels peuvent être ces acquis distinctifs d'un élève qui ne soient pas nécessairement scolaires? Mais vous savez, prenons l'exemple de la crise. Il y a certains élèves qui vont dire « Ah, moi maintenant, je suis devenu un champion de telle application numérique. » Pourquoi cette compétence-là ne peut pas être mise au service des autres élèves? Pourquoi cette compétence-là ne peut pas être mise au service de l'enseignant? Il n'y a rien de plus formidable qu'un enseignant puisse dire « Mais tu m'as appris cela. » Et je pense que les enseignants devraient constamment, et ça a été une de mes préoccupations dans ma carrière d'enseignant et de formateur, qu'est-ce que mes élèves m'apprennent? Qu'est-ce que mes étudiants chercheurs m'apprennent? Je veux toujours apprendre quelque chose des personnes avec qui je suis. Et je pense que la plus grande reconnaissance qu'un enseignant peut faire à ses élèves, c'est de lui montrer qu'il lui a appris quelque chose. Et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Nos enfants ont beaucoup de choses à nous apprendre, autant que nous en avons à leur apprendre. D'accord. Alors, on va revenir sur le travail collaboratif dans 2 minutes. Moi, j'aimerais faire un petit détour. On revient sur l'évaluation certificative. Alors, c'est vrai qu'en France, l'évaluation certificative, que ce soit en collège, fin de cycle en collège, le DNB ou même le baccalauréat, qu'il soit professionnel, général, technologique, c'était jusqu'à maintenant une évaluation par épreuve terminale. Hein. On est bien sur la certification par épreuve terminale, ponctuelle. Et donc, un petit peu une certification qui n'est pas le fait de l'enseignant qui est à l'élève. Et là, de fait, on va passer en contrôle continu. Alors, quels vont être les enjeux? Parce que là, on voit bien que, du coup, ça va être les enseignants qui ont leurs propres élèves, qui, par le contrôle continu, vont devoir avoir ce rôle d'évaluation certificative, notamment pour les examens, puisqu'on sait que nous, en France, il y aura des livrets scolaires qui vont être complétés par les notes, les évaluations de contrôle continu, pardon. Et puis le jury de délivrance du diplôme va juste regarder les livrets scolaires, et puis c'est lui qui aura la latitude pour remonter un petit peu quelques notes. Alors donc on voit bien qu'il y a un glissement très fort, et peut-être que ça nécessite quand même des changements de posture, de représentation, parce que jusqu'à maintenant en France, l'évaluation certificative, elle était confiée aux épreuves terminales en quelque sorte. Oui, la France est la championne des épreuves certificatives et des systèmes de sélection. Championne du monde, vous dites à peu près champion du monde. Il y a sans doute moyen de trouver encore des pays qui font mieux. Je pense à certains pays d'Afrique francophone, par exemple, hein, qui ont encore poussé le système à plus d'extrêmes que la France, parce que les enseignants réfléchissent quand même un peu sur ce qu'ils font, du moins certains d'entre eux réfléchissent suffisamment sur les dangers de ce système sélectif, surtout s'ils ont des enfants et qui passent par là. Moi, je me souviens très bien d'un de mes collègues, très bon pédagogue, extrêmement pédagogue, qui a changé sa façon d'enseigner et d'évaluer à partir du moment où son fils est passé aux mains de son institution. Parce qu'il s'est rendu compte alors des dégâts que pouvait faire un système sélectif. Et donc, moi, je pense qu'il faut profiter de la crise, des opportunités qui nous sont données par la crise, de l'opportunité qui nous est donnée par une évaluation dite continue,
pour oser faire des choses originales avec ces possibilités-là, y compris dans l'évaluation continue. Si, à travers l'évaluation continue, on va procéder comme si c'était de l'évaluation sommative, parce qu'on peut très bien faire de l'évaluation sans notes, mais comme si c'était une évaluation avec des notes, c'est-à-dire en classant les élèves. Pour moi, il ne sert à rien dans la crise actuelle de classer les élèves les uns par les autres, si ce n'est si on veut vraiment accroître les inégalités entre les élèves. Par contre, l'opportunité de l'évaluation continue, c'est de pouvoir montrer à chaque élève, faire reconnaître par chaque élève qu'il sait des choses et d'identifier les choses qu'il sait et qu'il sait faire. Et éventuellement de lui permettre d'aller un peu plus loin que là où il est. Mais avec les élèves qui ont vécu des situations de confinement difficiles, l'important, c'est de vérifier avec eux leur maîtrise ou la non-maîtrise des choses strictement indispensables pour la suite et de construire sur des bases solides. Remonter très loin, remonter même au niveau du primaire pour certaines choses s'il faut le faire. Mais il faut travailler sur des bases solides et il existe beaucoup de moyens très différents, non seulement les ressources propres de chaque enseignant, mais il faut pouvoir compter aussi sur les autres élèves. Je pense que les élèves doivent apprendre des autres élèves et qu'il faut que les bons élèves se mettent au service des élèves qui ont des difficultés pour certaines choses. Et ce faisant, ça a été démontré par les recherches, lorsqu'on demande à un bon élève d'aider un autre élève à résoudre un problème, à essayer d'apprendre quelque chose qu'il ne connaît pas, eh bien, on a démontré que ces bons élèves progressent pas sur la maîtrise de la chose peut-être en elle-même, mais ils maîtrisent sur bien d'autres choses, parce qu'ils voient les tenants et les aboutissants de ce qu'il est censé faire et apprendre aux autres. Donc ça, pour moi, ce serait vraiment une indication extrêmement importante. Il faut oser. Et pour un chef d'établissement, je voudrais raconter une anecdote. J'ai eu la chance extraordinaire d'être invité par les organisateurs qui ont fêté les 20 ans des établissements en zone et réseau d'éducation prioritaire en France. Ça remonte déjà loin, ça. Et les organisateurs ont fait quelque chose de remarquable. Ils ont demandé aux experts qu'ils avaient invités, ils les ont répartis par groupe de 4, 5, 6 personnes et ils leur ont fait visiter 2 établissements REP ou ZEP, un le matin et un l'après-midi. Un dont les enquêtes montraient que cet établissement ne faisait guère progresser les élèves, voire même les faisait régresser, et un autre établissement qui parvenait quand même à faire progresser quelque peu les élèves. Et nous avons tous été stupéfaits quand nous avons visité ces établissements. Le contraste est terrible. Rien que de mettre un pied dans l'établissement, on sentait qu'il y avait déjà des choses différentes. Dans l'établissement qui faisait progresser les élèves, on a été accueillis par un concierge, par une femme d'ouvrage, etc. Vraiment comme si ces personnes faisaient partie du personnel éducatif de l'enseignant. Nous avons demandé de voir le directeur, non. Le directeur nous a dit, c'est pas moi qu'il faut d'abord voir en priorité, il faut d'abord voir mes enseignants. Et allez les voir, ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils sont dans telle salle pour l'instant. Et on a été voir les enseignants. Et les enseignants nous ont dit, vous savez, notre proviseur fait tout pour nous faciliter la tâche, pour qu'on n'ait pas d'ennui avec l'administration, qui très souvent fait blocage. Nous faisons en sorte que quand on a une difficulté, on essaie de les résoudre ensemble. Si on ne parvient pas à les résoudre, le directeur nous aide à trouver quelqu'un de l'extérieur qui va nous aider à résoudre cette difficulté.
Et conséquence, les enseignants nous ont dit, vous savez, nous, on n'a pas envie de quitter notre établissement pour aller dans un établissement de centre-ville. Ici, au moins, on travaille ensemble et on a l'impression que les choses avancent, que nos élèves font des progrès. Et nous avons interviewé le directeur, le proviseur. Et le proviseur nous a dit, effectivement, j'essaie de faire en sorte que mes enseignants aient le moins de bâtons dans les roues pour travailler et pour progresser. Et vous savez, tout le personnel dans l'établissement aide à ça. Les personnes de la cantine ont un rôle éducatif et ils parlent avec les élèves. Je m'arrange pour que mon établissement soit un établissement qui contraste avec les lieux de vie des familles de mes élèves. C'est un enseignement où il y a une très grande hygiène, où on a du matériel didactique de pointe. Je ne veux pas que les élèves se retrouvent dans un milieu qui est un milieu dégradé, qui n'est pas à la pointe. C'était un contraste énorme entre les deux établissements. Il y avait là un véritable travail collaboratif d'éducation. C'est une grande leçon pour moi. D'accord. On a des questions dans le fil de questions. Il y a des participants qui aimeraient avoir des exemples concrets de savoir ce qu'ils peuvent faire pour changer dans leur pratique d'évaluation. Pour reprendre un petit peu les enjeux, c'est vrai qu'en France, puisque jusqu'à maintenant c'était les épreuves terminales, beaucoup d'enseignants étaient à préparer leurs élèves à des épreuves terminales, des productions et à dominante sommative. Quand on est de bonne volonté et qu'on veut basculer vers une évaluation où on est plus sur les acquis des élèves, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur les livrets de compétences qui existent dans le livret scolaire? Il y a tout un tas de compétences qui sont listées. Donc, est-ce que c'est cet outil-là qui est à privilégier? Comment on peut développer des approches? Vous évoquiez le travail collaboratif autour de ces pratiques, autour du livret de compétences, livret scolaire. Et quelles expériences vous avez à l'étranger de ces outils qui permettent d'être sur une approche de validation des acquis où les enseignants sont eux-mêmes des certificateurs apportent la certification des acquis? De nouveau, je vais revenir sur les élèves. Je vais d'abord vous raconter une anecdote. J'étais responsable scientifique du colloque international sur les conditions de réforme des systèmes éducatifs dans le monde. Et nous avions invité à Sèvres, dans l'ancien CIEP, qui est devenu France Éducation Internationale, on a invité une centaine d'experts de toutes les régions du monde, Nouvelle-Zélande, Asie, etc. Et on les a invités pour faire des études de cas sur ce qu'ils appellent des réformes de l'éducation. Nous les avons analysées, etc. Une des études de cas très intéressante qui m'a fortement marqué, c'est celle du ministre de Corée du Sud. La Corée du Sud, à un certain moment donné, vous savez qu'elle a le taux de suicide des élèves, des adolescents les plus forts au monde. Ce qui, évidemment, pose problème aux parents, pose problème aux enseignants, pose problème aux politiques, pose problème aux médias. Et ils ont pris l'initiative suivante. Quelle a été la source? Je ne m'en souviens plus très bien. Mais ils ont permis aux lycéens, c'est de dernière année si ma mémoire est bonne, de construire eux-mêmes, en allant chercher partout où ils le pouvaient, de construire eux-mêmes le curriculum, le programme d'études de tout un semestre. Et c'est eux qui ont géré tout le programme. C'est eux qui ont géré les évaluations et tout. Et au début, évidemment, de l'initiative, il y avait beaucoup de méfiance, de défiance de la part des enseignants, des parents, des responsables d'établissements scolaires, même du ministère. Puis, ils ont quand même dit, bon, on va voir ce que ça donne. C'est un semestre, on verra ce que ça donne. Et ça a été une réussite remarquable. Remarquable, à tel point qu'ils ont décidé l'année suivante de leur permettre de faire le programme de toute l'année.
Évidemment, ils ont mis des chercheurs pour évaluer les différents effets de cette initiative, et les effets se sont révélés positifs sur de très nombreux aspects, y compris sur les résultats de la certification terminale nationale en fin d'année. Je prends cet exemple-là pour dire... Je vous interromps juste 30 secondes parce que dans le vocabulaire, chez les Français, curriculum, c'est pas forcément très évocateur. Programme, ils ont une bonne connaissance de ce que c'est le programme scolaire. Curriculum, je suis pas certain que toutes les... Oui, c'est très malheureux. C'est d'ailleurs très malheureux parce que le programme est une notion restreinte. C'est un ensemble de choses à transmettre aux élèves avec éventuellement quelques indications. Un curriculum, c'est tous les aspects du processus d'enseigner et apprendre. C'est y compris le matériel, le dispositif, l'espace, le temps, etc. Et c'est y compris ce qu'on appelle le curriculum implicite. On sait très bien, par exemple, que entre une méthode simplement transmissive ou une méthode, par exemple, telle que le projet, ça n'aboutit pas aux mêmes effets, même si ça porte sur le même contenu. Les effets sont totalement différents. Vous n'apprendrez jamais à un élève à développer sa curiosité et son attitude critique, du moins l'école ne lui apprendra jamais, si toute la méthode est de nature purement transmissive. Vous n'apprendrez jamais la curiosité. Si un élève développe sa curiosité, ce ne sera pas à l'école qu'il le fera, si la méthode est telle. Ce sera en dehors de l'école. D'où l'intérêt de savoir que, heureusement, il y a d'autres lieux que l'école qui permettent d'apprendre. Heureusement d'ailleurs. Et je pense que la crise que nous vivons actuelle devrait nous faire prendre conscience de ces autres lieux-là. Et c'est une des premières choses que je dirais, que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que la crise nous a appris à moi élève, à moi enseignant, à moi chef d'établissement, etc. Et donc je reviens sur mon exemple de la Corée. Pour moi, je dirais que ce n'est pas aux enseignants à construire les épreuves d'évaluation continue. Ça devrait être les élèves, avec l'aide de leurs enseignants, qui devraient construire ces épreuves d'évaluation continue. Et ça va changer complètement la posture et des élèves et la posture des enseignants. Je pense qu'il faut davantage faire confiance aux élèves à ce niveau-là. Mais c'est une révolution de posture. Construire des projets, pas le projet du prof, mais construire des projets avec les élèves et de voir qu'est-ce qu'on va apprendre avec ces élèves et de pouvoir évaluer ce qu'on a appris à travers ce projet. À la limite, peu importe le projet, l'essentiel, c'est que l'on ait appris quelque chose et si possible, quelque chose que l'on pourra réutiliser par après. Je dis des choses peut-être très choquantes pour beaucoup d'enseignants, mais je vous assure que si vous prenez des exemples dans d'autres pays, c'est tout à fait normal. Sans doute savez-vous aussi que les enquêtes qui ont porté sur l'identité des enseignants de Grande-Bretagne, par exemple, par rapport aux enseignants français, est très différente. Les enseignants français, pour la plupart, construisent leur identité, et ils ont été poussés par ça, par leur curriculum et par leur parcours d'enseignement supérieur d'ailleurs, et construire leur identité sur la maîtrise de leur discipline. Et donc, être bon enseignant, c'est maîtriser sa discipline et la transmettre. En Grande-Bretagne, les enseignants, la plupart des enseignants ne définissent pas leur identité sur leur maîtrise de la discipline, mais sur la capacité à faire apprendre leur discipline, ce qui est totalement différent. Et on l'a fait apprendre
avec les élèves et pas contre les élèves. On n'apprend pas aux élèves sans eux. Donc, effectivement, on a beaucoup de réactions dans le fil de discussion de participants qui trouvent que c'est très révolutionnaire et que peut-être que culturellement, pour l'instant, les enseignants, de même que chez les établissements, sont pas forcément prêts à toutes ces évolutions, en tout cas dans une durée limitée des quelques mois qui viennent. Pour revenir, parce qu'il y a des questions sur des aspects pratico-pratiques, revenir sur comment organiser des évaluations en cette période de crise. On a évoqué tout à l'heure le livret de compétences qui liste des compétences et qui va être utilisé, qui est déjà utilisé en France. Que pensez-vous d'un outil qui n'a pas été trop développé, qui est tombé un peu en désuétude, qui est le portfolio, qui est un outil moi j'ai vu de très belles expériences sur la base de portfolio, notamment numérique, qui permettait de faire le lien au sein d'un cycle entre différentes années et donc différents étudiants, différents élèves, et qui était un outil à la fois de construction du parcours d'élève, mais aussi d'évaluation de l'élève et d'évaluation de ses acquis avec un regard assez réflexif de l'élève. Que pensez-vous du portfolio et pourquoi s'est-il pas tant développé que ça, alors que c'était un outil qui était plutôt prometteur et annoncé comme tel il y a moins d'une dizaine d'années? Oui, c'est à partir de ce que j'ai dit, c'est sans doute un des outils les plus évidents. Les plus évidents. Il y a eu, par exemple, actuellement, beaucoup de formateurs d'enseignants. Je pense surtout en Suisse, je pense au Canada, je pense dans mon pays, mais je connais aussi beaucoup de formateurs français qui utilisent le portfolio pour non pas faire une évaluation certificative finale des compétences des enseignants, parce que le système administratif est différent, mais simplement pour faire progresser les élèves. D'abord parce que les élèves sont obligés de décrire ce qu'ils ont appris, ce qu'ils n'ont pas appris, de pouvoir décrire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait, et puis ils sont amenés à réfléchir sur ce qu'ils ont acquis, sur ce qu'ils n'ont pas acquis, et sur pourquoi ils ont acquis, pourquoi ils n'ont pas acquis. Je voyais encore tout à l'heure un portfolio avec quelques questions que posait le formateur, l'accompagnateur, qui était remarquable, sur la base de quel indice dis-tu que tu as acquis telle chose? Pourquoi dis-tu que tu n'as pas acquis telle chose? Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour acquérir telle chose? Je pense que le portfolio est un outil extraordinaire et qui ne se limite pas simplement à dérouler des acquis qui se trouvent dans un livret de compétences ou dans un référentiel de compétences. Moi, je dirais, essayons de faire en sorte que les élèves puissent montrer qu'il a appris des choses, y compris des choses qui n'étaient pas prévues au point de départ. Et donc, l'idée du portfolio est quelque chose de vraiment tout à fait remarquable. Une école américaine pour les coopérants américains et autres au Maroc, par exemple, faisait des choses extraordinaires. Elle collationne les productions des élèves de toute nature, et les élèves sont amenés à montrer leur production, à montrer aux enseignants, à montrer aux autres élèves, et chaque mois, les élèves arrivent avec le portfolio, un peu comme un photographe arrive avec ses photographies. Donc, il arrive avec le portfolio de chaque élève et il voit les parents, donc il voit les parents et l'élève en question, et c'est sur la base du portfolio qu'ils discutent. Il montre aux parents, et les élèves sont très fiers de montrer, voilà, j'ai fait ça, ça. Là, par contre, je pourrais faire mieux, etc. Et donc, ils travaillent sur des bases qui sont en fait les techniques de portfolio. L'inventaire des acquis. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur ce qui permet de construire. Le reste,
ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne fait que de créer de l'inéquité, de l'injustice sociale, de la défiance. On ne peut construire que sur la confiance. C'était la grande leçon que j'ai retenue encore tout à l'heure de la visioconférence internationale qu'on a eue avec François Tadei, qui défend ça auprès de votre ministre d'ailleurs. Alors, tout à l'heure, nous évoquions donc le travail collaboratif entre enseignants. J'avais dit qu'on y reviendrait. Alors, c'est vrai que ce webinaire s'adresse en premier chef au chef d'établissement. Comment est-ce qu'on peut, nous, essayer d'impliquer davantage les enseignants pour un travail collaboratif autour de l'évaluation? Est-ce qu'on va plutôt sur des modalités où on est sur de la concertation pédagogique, on invite les enseignants à réfléchir ensemble sur des modalités communes, ou est-ce qu'on va plus sur des modalités de mutualisation de pratiques? C'est ce qu'on a vu là pendant la continuité pédagogique à distance. Les enseignants ont beaucoup mutualisé sur des pratiques naissantes. Donc, quelle piste est-ce qu'on prend? Et notamment la part de l'auto-évaluation. Il y a des questions et des remarques dans le fil de dialogue sur faut-il développer les procédés d'auto-évaluation mis à disposition des élèves et mutualiser autour de ces procédés-là? Quel serait votre point de vue sur le sujet? Sur comment nous animer le travail collaboratif des enseignants autour de l'évaluation? Je dirais que la première chose à la rentrée, ce serait sans doute d'avoir l'occasion de réunir les professeurs et de leur poser la question, mais qu'est-ce que la crise vous a appris? Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que vous avez appris de ce que vous avez fait? Et d'échanger, de faire échanger les enseignants sur ce qu'ils ont appris et sur ce qu'ils ont fait et quels sont les effets qu'ils semblent apercevoir ou l'absence d'effets qu'ils semblent apercevoir de ce qu'ils ont fait, pour pouvoir mutualiser les expériences positives, en sachant très bien que ce qu'un enseignant est capable de faire, un autre n'est pas nécessairement capable de le faire, mais de par la mutualisation des expériences réciproques, chacun va pouvoir trouver sans doute un petit quelque chose pour améliorer ce qu'il a réussi à faire, mais pas aussi bien qu'il ne voulait, ou pour entreprendre de nouvelles choses, ou pour éventuellement être, comment dirais-je, secondé par un autre enseignant dans son essai de vouloir entreprendre quelque chose de nouveau. Et à son tour, sans doute, il pourra épauler lui-même d'autres enseignants. Bon, j'ai été longtemps responsable dans mon université de la formation pédagogique de mes collègues, de l'ensemble des 10 facultés. Et la façon dont je procédais était la suivante. J'essayais de repérer 3 enseignants qui faisaient des choses tout à fait intéressantes, nouvelles, innovantes. Et je les voyais individuellement d'abord, en leur demandant ce qu'ils faisaient, etc. Et je leur demandais de pouvoir en 20 minutes expliquer lors d'une après-midi de réunion des enseignants, d'expliquer en 20 minutes ce qu'ils faisaient. Ce que j'ai appris très vite, c'est que beaucoup d'enseignants ne sont pas toujours très bien capables d'expliquer à un autre enseignant ce qu'ils font, parce qu'ils oublient de dire quelles sont les difficultés qu'ils ont connues dans le déroulement de ce processus innovant. Et c'est toujours intéressant de préparer avec eux ce qu'ils vont dire aux autres enseignants. Dire, oui, mais comment tu as fait? Tu n'as pas eu? Quelles difficultés as-tu? Et beaucoup d'entre disent, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'ai éprouvé telle difficulté, je l'ai résolue de telle façon. Et je pense que cet échange d'expérience des enseignants, c'est ce qui a fait que mon université, l'Université catholique de Louvain, a été sans doute une des pionnières de la pédagogie universitaire depuis les années 70. C'est par justement ces échanges d'expérience, d'innovation entre les profs. Et beaucoup de ces enseignants, que j'appelle des enseignants témoins, qui sont venus faire un témoignage, ont été après sollicités par des enseignants qui étaient venus à cette demi-journée, à cet après-midi pédagogique,
ont été sollicités pour les aider à entreprendre quelque chose. Et ce n'est pas le même enseignant sur les 3 témoins, ce n'est pas nécessairement un seul qui a influencé les autres. Suivant les personnalités des profs, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre, tantôt c'est encore un autre. Et donc, je pense qu'il faut mutualiser les choses. Et en plus, ne pas oublier que peut-être parmi les innovants, il y a non seulement des enseignants, mais il y a beaucoup d'élèves. Il y a des élèves qui ont sans doute innové pendant la crise. Et c'est intéressant de leur permettre de faire ce témoignage-là et de reconnaître ce qu'ils ont fait. Il y a plusieurs retours dans le fil de discussion avec 2 types de témoignages. Il y a des témoignages sur des pratiques collectives, genre TPE, des projets collectifs, etc., qui confirment le fait que quand il y a une réflexion collective, ça stimule et puis ça permet d'inventer de nouveaux procédés, notamment sur l'évaluation. Et puis d'autres types de témoignages qui évoquent le fait que ça fait tache d'huile. Je vois donc que les enseignants qui innove rapidement, ça peut faire tache d'huile au sein des établissements par la mutualisation. Et donc, on sent que ça peut avancer sur les pratiques d'évaluation. Un petit mot quand même sur l'auto-évaluation, les outils que l'on peut remettre d'auto-évaluation aux élèves. C'est vrai que c'est une pratique qui est diverse et variée. Nous, en France, on sent que plus on s'approche des classes d'examen, moins la pratique est développée parce que les enseignants ont souci de préparer cette épreuve terminale, qui est une épreuve extérieure et ponctuelle. Vous, de votre expérience, quelles seraient les pistes pour essayer de développer ces pratiques, fournir aux élèves des outils d'auto-évaluation de leurs acquis? Mais au point de départ, je dirais, c'est intéressant de demander aux élèves qu'est-ce que vous pensez que devrait être l'évaluation terminale. Et donc, de faire imaginer par les élèves eux-mêmes les évaluations terminales. Ce serait une première chose qui donnerait des idées sans doute intéressantes et qui serait sans doute une des meilleures préparations. Parce que les élèves vont devoir réfléchir, mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, et l'enseignant va peut-être être curieux de voir ça. Et en faisant cela, c'est de demander aux élèves, et là on est dans l'auto-évaluation, si tu devais répondre maintenant à cette évaluation là que vous venez, à cette épreuve d'évaluation que vous venez de construire ensemble, qu'est-ce que tu penses déjà pouvoir maîtriser et qu'est-ce que tu penses devoir encore maîtriser? Et il ne faut pas se contenter de demander d'auto-évaluer ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils ne savent pas faire, mais il faut leur permettre aussi de faire une réflexion, une auto-évaluation sur ce qui devrait être fait, ce qui permettrait effectivement de faire un pas en avant. Parce que trop souvent, l'évaluation, c'est simplement une auto-évaluation certificative, conçue comme une auto-évaluation certificative. Alors que l'auto-évaluation devrait permettre aux élèves de se rendre compte de ce qu'ils savent déjà faire et de ce qu'il faudra faire pour aller plus loin. Et donc, une auto-évaluation simplement qui consiste à compter, j'ai répondu à 5 questions sur 10, n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui a l'intérêt, c'est de se pencher sur pourquoi j'ai réussi ces 5-là et pas ces 5 autres-là. Et qu'est-ce que je dois faire pour cela? Et donc là, on n'est plus dans une évaluation certificative. On est dans une évaluation qu'on appelle de régulation formative ou formatrice, comme vous voulez, suivant les termes qui sont utilisés par les uns et par les autres. Ma préoccupation constante, c'est qu'est-ce que l'on peut faire sur la base de ce que l'on sait déjà faire pour progresser. C'est une révolution pour beaucoup d'enseignants, je sais très bien.
Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Je suis désolé, donc il y a eu 2 questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas pu totalement répondre du fait du temps. et je n'ai pas été attentif dans le feu de l'action, je n'ai pas… C'est toujours comme ça, on n'arrive jamais à prendre en compte toutes les questions, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de réactions dans le fil d'actualité. Merci beaucoup, Monsieur de Kété, d'avoir apporté votre point de vue et votre éclairage sur ces questions d'évaluation. J'en retiens les lignes directives, hein, c'est que il faut pas il y a une révolution peut-être qui est en cours. Hein, il faut savoir évoluer dans ces représentations, savoir innover, développer toutes les approches collaboratives entre enseignants. Et beaucoup prendre en compte l'avis des élèves et des postures qui se détachent un petit peu de toutes les prescriptions pour essayer d'être inventif et innovant en prenant en compte l'avis des élèves. Je ne sais pas si j'ai résumé votre propos. Et surtout installer de la confiance et non pas de la défiance. D'accord, très bien. Merci encore d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous. Vous pouvez suivre les prochains webinaires aussi sur ManageEduc sur des sujets assez connexes. ManageEduc est investi dans cette période de crise. Merci, Monsieur Lequeté. Merci et confiance à tout le monde et bon courage pour la rentrée. C'est une opportunité. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.